Quand on pense aux médecins qui ont existé pendant les siècles avant notre époque, on les imagine plutôt comme des sorciers qui faisaient un petit peu n'importe quoi. Et ce n'est pas tout à fait faux. On sait par exemple que boire de l'urine a été considéré pendant très longtemps comme un traitement efficace contre de nombreuses maladies. Mais même si les médecins se trompaient souvent et que leurs connaissances étaient plus basées sur l'observation qu'autre chose, il semble quand même que les médecins ou les guérisseurs, on va dire, en savaient pas mal sur le corps, les diagnostics et les procédures de traitement des maladies. Plus en tout cas qu'on ne veut bien le croire. On trouve le premier cas référencé de diabète dès l'Antiquité dans les papyrus égyptiens et il date d'environ 1500 avant Jésus-Christ. Le papyrus parle ainsi d'une maladie associée avec une fréquence d'envie d'uriner, une soif excessive et une perte de poids importante. Et le traitement proposé à l'époque était un traitement à base de blé complet. En Inde, à peu près à la même époque, les médecins se sont rendus compte que l'urine des gens atteints par le diabète attirait les fourmis. Le premier test clinique de détection du diabète était né. On répandait l'urine sur le sol, et si les fourmis se ruaient dessus, on disait alors que le patient était atteint de la maladie Madhumea, que l'on peut traduire par urine au miel. En 250 avant Jésus-Christ, soit près de 1000 ans plus tard, dans le monde occidental, le terme diabète apparaît. Il est utilisé pour la première fois par le grec Apollonius de Memphis, et il signifie passer au travers, car les malades semblaient uriner aussitôt tout ce qu'ils venaient de boire, comme s'ils étaient traversés par l'eau, sans pouvoir la retenir. Puis ils maigrissaient et ils mouraient en quelques semaines ou en quelques mois. À cette époque, les Grecs pensaient que le diabète était une maladie des reins. Et un fait intéressant est que Galène, un médecin romain très connu, a affirmé n'avoir rencontré que 2 cas de diabète pendant toute sa carrière. Donc même si le diabète était connu, il était ou bien plus rare qu'aujourd'hui, ou bien plus rarement détecté. C'est un petit peu des deux puisque le diabète de type 2 était beaucoup plus rare à l'époque et qu'on n'avait pas vraiment le temps de détecter le diabète de type 1 car il entraînait une mort relativement rapide. C'est d'ailleurs au 5e siècle après Jésus-Christ que les médecins indiens ont réussi à faire cette distinction entre les 2 types de diabète. L'un qui touchait plutôt les jeunes, et on l'appelait le diabète juvénile, que l'on appellera plus tard le diabète de type 1, et un autre diabète associé souvent à des problèmes de surpoids chez les adultes, ce qui deviendra le diabète de type 2. Et pendant ce temps, les Chinois, qui observaient aussi le diabète de type 2, avaient remarqué qu'il s'attaquait plus souvent aux personnes plus aisées, aux personnes les plus lourdes et à celles qui étaient le plus souvent atteintes par diverses infections. On n'observe ensuite pas de grandes découvertes sur le diabète pendant plus de 1000 ans, pendant laquelle les diabétiques, même s'ils sont diagnostiqués, sont promis à une mort certaine. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que les choses avancent un petit peu. Au tout début de l'histoire du diabète, la plupart des médecins pensaient que le diabète provenait d'un problème aux reins, ce qui paraissait logique comme il s'agissait d'un problème lié à l'urine et que les reins des diabétiques étaient souvent abîmés. Mais on sait aujourd'hui que les problèmes de reins sont une complication du diabète, mais n'en sont pas la cause. Au XVIIIe siècle, un médecin anglais remarque que certains patients qui ont eu un accident au pancréas développe le diabète. Et un peu plus tard, un autre médecin anglais identifie formellement la présence de sucre dans les urines de patients diabétiques. En raison de cette découverte, la détection de la présence de sucre dans les urines se généralise au XIXe siècle comme le test de dépistage du diabète. À cette époque, le traitement principal contre le diabète était une alimentation faible en calories et en glucides, mais riche en protéines, et elle était associée à des agents pour réduire l'appétit, comme la digitaline ou l'opium. Au cours du XVIIIe et du XIXe siècle, les médecins commencent donc à avoir une meilleure compréhension de la biologie du diabète. Mais tout s'accélère vers la fin du XIXe siècle. En 1890, 2 scientifiques allemands, von Mering et Minkowski, démontrent que si l'on retire le pancréas d'un chien, il développe tous les symptômes du diabète. Même si l'insuline n'était pas encore connue, la substance responsable du diabète était dès lors clairement identifiée comme provenant du pancréas. Mais le fonctionnement précis de l'insuline et du diabète restera un mystère jusqu'en 1920, lorsque 3 chercheurs canadiens, appelés J.R. MacLeod, Frederick Banting et Charles Best, ont confirmé que le pancréas régulait le taux de sucre dans le sang et ils arrivèrent même à soigner des chiens diabétiques en leur injectant un extrait provenant de pancréas d'autres chiens. Dès 1922, le biochimiste James Collip, toujours dans la même équipe canadienne, parvint ensuite à extraire de l'insuline d'une vache pour traiter un garçon diabétique de 14 ans, Leonard Thompson, ce qui lui sauvera la vie. Et en 1923, MacLeod, Banting et Best reçoivent prix Nobel de médecine pour leur découverte de l'insuline. Le procédé de fabrication de l'insuline sera d'ailleurs industrialisé la même année par la société pharmaceutique qui fabrique encore aujourd'hui de nombreux types d'insuline injectable. Une autre facette importante du traitement du diabète est la consommation de médicaments dits hypoglycémiants. Ce sont toutes les substances qui font baisser le taux de sucre dans le sang. Ils ont été mis au point après la Seconde Guerre mondiale et à l'origine, il s'agissait en fait de médicaments qui devaient initialement traiter d'autres maladies. Mais on s'est vite rendu compte que faire baisser le taux de sucre dans le sang était un effet secondaire utile de ces médicaments. C'est en fait un phénomène très fréquent dans le milieu pharmaceutique
pharmaceutique. Les recherches menées pour développer un médicament démontrent que ce médicament a des effets secondaires très importants qui peuvent soigner une autre maladie. Le cas le plus connu à ce jour est probablement celui du Viagra, qui a été découvert alors que le laboratoire travaillait en fait sur un nouveau médicament pour le cœur. Les tests de glucose existaient déjà depuis très longtemps. Souvenez-vous des tests avec les fourmis chez les Indiens. Mais dans les années 70, on met en évidence le lien étroit entre le management du taux de sucre dans le sang chez les diabétiques et la prévention des complications du diabète. C'est cité atteinte des reins, infarctus et accidents vasculaires cérébraux. On voit alors se développer de nouvelles innovations technologiques comme les lecteurs de glycémie et les bandelettes qui mesurent le taux de sucre dans le sang. Ces outils permettent de faire un pas considérable dans le management du taux de sucre dans le sang par les médecins et par les patients diabétiques eux-mêmes. De nombreux progrès ont été faits au cours du XXe siècle pour améliorer la production d'insuline animale, nécessaire à la survie des diabétiques de type 1. Mais dans les années 80, avec le développement de la génétique, on découvre une nouvelle technique qui consiste à insérer dans des bactéries le gène humain qui code l'insuline. Les bactéries pensent alors que cette hormone est nécessaire à leur survie et elles se mettent à produire de l'insuline. On détruit ensuite les bactéries grâce à un produit désinfectant pour ne garder que l'hormone insuline qui est maintenant prête à être injectée chez les patients. Cette insuline, dite synthétique, remplace rapidement l'insuline de bœuf et de cochon. On a vu comment le prix Nobel de 1923 a entraîné la synthèse de l'insuline qui permet aujourd'hui à des millions de personnes de vivre grâce à l'une des plus grandes découvertes du XXe siècle. Espérons que le prix Nobel de médecine 2013, remis aux Américains Randy Shekman et James Rothman, ainsi qu'à l'allemand Thomas Sudoff, pour leurs travaux sur le transport cellulaire, aura des effets positifs dans la lutte contre le diabète, en permettant d'élucider les mystères de la résistance à l'insuline dans les cellules musculaires ou celui de la destruction des cellules bêta du pancréas. Voilà, j'espère que cette petite histoire du diabète vous aura intéressé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo et à la partager avec tous ceux que ça pourrait intéresser. Et si ce n'est pas encore fait, cliquez ici pour vous abonner à la chaîne Adieu Diabète et voir plus de vidéos sur le diabète. Bonne journée à tous et surtout prenez bien soin de votre santé.